tout d'abord, merci. Bienvenue à tous à cette rencontre sur l'enseignement puis l'évaluation à distance, rencontre qu'on offre le ministère de l'Éducation. Donc, plus spécifiquement, nous, on est la direction de la formation générale des jeunes, anciennement appelée direction des programmes. Donc, c'est vraiment les programmes d'études qui sont vraiment notre mandat principal. On l'offre avec nos collègues du Récit en art. Donc, le Récit et nous, on a des mandats qui sont distincts, mais en même temps, c'est des mandats qui sont en collaboration. Donc, vraiment, l'objectif de cette rencontre, c'est de répondre à plusieurs questions qui concernent l'enseignement, l'évaluation à distance, à vous donner certaines informations et aussi à permettre le réseautage, le partage de bonnes pratiques. Donc, nous, on veut que vous ressortiez de cette rencontre-là avec plus d'outils en main. Puis, si vous avez des questions, donc, je vous inviterai, selon votre version de Teams, il y a deux façons de procéder pour les questions. Donc, soit vous levez la petite main, la main, elle est dans le bandeau en haut. Donc, vous levez la main, puis nous, on va, à certains moments, on va faire des arrêts pour prendre les questions. Sinon, vous pouvez également fonctionner par le clavardage, ce n'est pas un problème. Je suis Geneviève Côté, donc je suis la responsable des programmes d'art et des dossiers culture-éducation. Juste pour circonscrire un peu le mandat qu'on a, nous, à la direction, on est vraiment en lien avec les programmes d'études, donc on est en lien aussi avec tous les encadrements, en lien avec les programmes d'études. Malheureusement, notre champ d'action ne va pas jusqu'à des problématiques de locaux où notre mandat non plus n'est pas de fournir du matériel pédagogique. Donc, c'est quand même important de voir quel est notre champ d'action. Par contre, dans le cadre du mandat qu'on a, on essaie vraiment de se rendre le plus loin que possible, de répondre à vos questions et si nous, on n'a pas les réponses, de vous orienter le mieux que possible. Donc, n'hésitez pas tout au long de la rencontre à poser des questions. Et sur ça, je laisse le flambeau à Éric. Bonjour, moi je me présente, Éric Hiel, enseignant en art dramatique au secondaire, en prêt de service cette année avec Mme Geneviève Côté qui vient de vous parler. Donc, j'accompagne Geneviève dans le mandat de la DFGJ présentement. Et je vais laisser Julie se présenter. Donc, Julie, à toi. Bonjour, je suis Julie Nollet, je suis responsable du site web Constellation que je vais vous présenter dans quelques instants. Maintenant, Marie-Ève. Alors, Marie-Ève Lapolice du Récit Domaine des Arts. Je collabore avec eux depuis l'année dernière. Puis, c'est ça, moi, je suis ici pour vous aider à intégrer les technologies dans votre évaluation à distance. Mylène? Bonjour, je m'appelle Mylène Bélanger. Je suis la collègue de Marie-Ève Lapolice au Récit Art et je suis porteuse du dossier musique et danse. Ah, merci. Donc, aujourd'hui, dans la formation, donc dans ce qu'on va voir aujourd'hui, dans l'ordre, on va vous présenter le site Constellation pour commencer. Je vais laisser Julie le présenter, elle va faire ça tantôt. On va parler des modifications dues à la pandémie au régime pédagogique. On va se questionner sur l'évaluation et parler des principes dans le programme, des principes, et survoler les plans de travail. Après ça, donc, le récit va vous parler de la triangulation et des outils pour aider à distance. On va parler un petit peu du plagiat et des petites idées pour l'évaluation. Je vais laisser la parole à Julie pour Constellation. Oui, alors bonjour, je tiens à remercier d'abord mes collègues de m'avoir invité. En effet, Constellation, c'est un site qui, à distance, peut vous venir en aide. L'enseignement à distance, ce n'est pas nécessairement toujours facile et les livres sont un précieux outil pour vous venir en aide. Éric, j'imagine que je fais juste te dire Éric et ça change. Parfait, merci. Donc, vous voyez ici la page d'accueil. Mon intention aujourd'hui n'est vraiment pas de vous faire une présentation très exhaustive du contenu du site. Ce serait complètement irréaliste en 10 minutes. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment de semer une petite graine dans votre esprit pour vous dire, n'oubliez pas, utilisez des livres aussi en classe. C'est pratique. Vous avez une multitude de titres qui sont disponibles sur Constellation. C'est toujours là. Je tiens juste à dire que Constellation n'offre pas le contenu des livres, mais des titres intéressants. Donc, à ce sujet-là, si vous voulez un livre en particulier, je vous conseille de faire affaire avec votre bibliothécaire scolaire. Pour vraiment vivre une bonne expérience sur le site, d'abord, je vous conseille de vous connecter ou encore de vous créer un compte. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer sur « Me connecter », là où la flèche l'indique. Si vous avez déjà un compte, vous suivez le parcours de la flèche 1 et si vous n'avez pas de compte, vous suivez le parcours de la flèche 2. Alors, vous indiquez votre adresse courriel, un mot de passe et vous certifiez que vous n'êtes bel et bien pas un robot.
En passant, on n'utilise jamais ces adresses courriels-là pour faire de la publicité, de la promotion, quelconque que ce soit. On ne partage pas ces adresses-là, donc c'est tout à fait confidentiel. C'est uniquement pour vous créer un compte personnel. Donc, vous avez votre adresse courriel donc en haut pour certifier que vous êtes bel et bien sur votre compte. Et maintenant, on va voir comment créer des dossiers et des listes parce que ça vous permet à ce moment-là de classer les livres que vous aurez sélectionnés sur le site. D'abord, c'est important de créer un dossier. Le dossier, ça va par exemple être groupe 60. Alors, si vous avez en tête des livres que vous voulez proposer au groupe 60 ou par exemple à la première étape ou deuxième étape, là, j'ai vraiment inventé des scénarios, là, mais c'est vraiment libre à vous. Vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment juste de classer ces livres-là pour départager un peu ce que vous allez avoir présenté à un groupe ou à un autre ou encore à tel élève ou tel autre, parce que j'ai déjà vu des enseignants aussi qui avaient présenté des livres à certains élèves en particulier, puis ils avaient vraiment entré le nom de chacun des élèves pour associer ces livres-là, pour dire, ben, je te l'ai prêté, celui-là, tu me le rapporteras. Mais ce qui va vous intéresser surtout, c'est l'onglet Lecture dans toutes les disciplines. Lorsque vous cliquez sur cet onglet-là, vous allez voir ceci apparaître. Vous choisissez d'abord le cycle auquel vous enseignez. Donc ici, j'ai donné l'exemple de deuxième cycle et arts plastiques. Donc, en cliquant sur ces deux touches-là, ça nous donne 84 notices au total. Donc, on a identifié sur le site Constellation, quand même 84 notices, 84 titres de livres, autant des documentaires, donc de la fiction, du documentaire, oui, de la non-fiction que de la fiction, des textes narratifs. Et par exemple, si vous décidez que le premier en haut vous intéresse, vous cochez dans la petite case et tout de suite, vous allez pouvoir l'ajouter à une liste. Donc, d'où l'intérêt d'avoir votre propre compte que vous avez créé au début. Ça vous permet vraiment de classer ces livres-là. Donc, si vous voulez, vous avez un projet, le projet X, vous allez avoir tel livre que vous allez proposer, le projet Y. Donc, s'ils sont déjà classés, c'est une bonne idée, ça vous fait sauver beaucoup de temps. Vous pouvez aussi toujours consulter par la recherche avancée. Donc, vous cliquez là où il y a la flèche qui est pointée. Et ça vous mène à cette page-ci. Donc, la première flèche identifie l'identification du livre, finalement. Donc, le titre, l'auteur. Mais c'est assez rare quand même qu'on va avoir un titre en particulier puis qu'on veut vraiment s'assurer qu'il fasse partie du site Constellation. Donc, souvent, on va aller plus dans la deuxième catégorie par les mots-clés. Et ça, c'est vraiment magique parce que, comme enseignant d'art en général et tous les arts, il y a vraiment différents mots-clés qui peuvent vous apporter une aide précieuse lors de l'enseignement à distance. Par exemple, si vous voulez travailler je ne sais pas moi, les illustrations, le lien entre texte et image ou l'art plus naïf, vous allez avoir des mots-clés aussi qui vont être associés à ces effets-là. Et vous allez pouvoir en constater tout à l'heure, je vais vous en montrer. La troisième flèche vous montrait simplement la possibilité d'y aller par niveau également. Donc, vous pouvez choisir des livres qui sont en deuxième année du primaire, quatrième, ça peut être très spécifique comme ça. Et finalement, en bas, la flèche 4, c'est très important ça parce que cette case-là, lorsqu'elle est cochée, ça permet d'inclure les livres qui sont épuisés dans les résultats. Un livre qui est épuisé, c'est un livre qui n'est pas disponible en librairie. Donc, si vous souhaitez aller acheter ce livre-là, bien, à ce moment-là, il faut vraiment enlever le petit crochet de la boîte, mais on laisse quand même cette opportunité-là parce que souvent dans les bibliothèques scolaires, il y a des livres qui sont épuisés qui vont quand même être disponibles. Je vous présente deux notices de livres. Alors, la première, c'est un documentaire. On peut le voir en haut complètement, juste à droite de la première de couverture. Ça s'appelle « Mon petit livre d'art ». Vous avez tout d'abord ce qui est indiqué par la flèche 1. Le commentaire descriptif. Alors ça, c'est un commentaire qui va vraiment décrire carrément le livre, mais qui ne va pas avoir l'objectif de titiller le lecteur. C'est vraiment pas ça l'intention. C'est vraiment dans une intention pédagogique. Donc, on va vraiment ressortir le potentiel pédagogique de ces livres-là. Et le deuxième élément sur lequel je vais attirer votre attention, ce sont les mots-clés. Alors, vous voyez ici, on a par exemple, on sait que c'est un documentaire, on a des artistes en lien avec la peinture dans ce cas-ci. Donc, si vous travaillez vraiment la peinture, ça peut être intéressant d'aller chercher les mots-clés qui sont liés à cette forme d'art-là. Art visuel, observation visuelle, processus de création. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plein de mots-clés qui peuvent être très intéressants pour travailler les arts, même à distance.
Je voulais aussi vous montrer une notice rapidement d'œuvres de fiction pour vous montrer à quel point ça peut être tout à fait possible de travailler des œuvres de fiction. Donc ici, on a l'histoire d'un petit trait et c'est un coup de cœur, vous le voyez par le petit cœur qui est à côté. C'est un trait finalement qui prend la forme des objets. Alors, ça peut être une idée aussi de projet en classe avec les élèves. Alors, la littérature, c'est vraiment un puissant fond d'idées dont on peut retirer des projets. Je prends rapidement le temps de vous montrer l'onglet dossier pédagogique. Dossier pédagogique, si on clique là-dessus, ça nous mène entre autres, vous voyez différents sous-onglets, l'achat de livres, la bande dessinée. Celui qui pourrait peut-être vous intéresser davantage, c'est la création de réseaux de livres. Et je voulais amener à votre attention un réseau qui a été créé sur les illustrateurs québécois. Donc, ça peut être une belle opportunité de montrer les différents types de dessins, de traits des auteurs, des illustrateurs plutôt. Pourquoi ne pas, par exemple, présenter diverses œuvres de Marianne Dubuc, par exemple, donc comparer les œuvres entre elles, quel est le trait commun entre ces œuvres-là. Bref, ça peut très bien se faire à distance aussi en présentant simplement quelques images comme ça. Et ça fait déjà le tour du site pour aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était vraiment juste de vous mettre l'eau à la bouche, de vous dire, ben n'oubliez pas, les livres sont là. Et Constellation, c'est vraiment un site qui est disponible pour tous, pas seulement les enseignants en langue ou les généralistes du primaire, mais vraiment toute personne dans toutes les disciplines, on a des ressources assurément. Donc, il y a une question, Julie. La question, c'est c'est de Madame ou Monsieur Huard. Je vous invite à prendre la parole. Jacques, oui. Oui, bonjour. Ma question, c'est avec ce site, lorsqu'un livre m'intéresse puis je veux le partager, par exemple, dans une situation d'enseignement à distance, est-ce que tous les élèves peuvent avoir accès ou comment ça fonctionne, la distribution du livre? Est-ce qu'il y a des frais, etc.? Bien, je dirais deux choses d'abord. La première, c'est que depuis la pandémie, il y a vraiment eu une grande ouverture de la part des maisons d'édition. Vous pouvez simplement communiquer, surtout si c'est des maisons d'édition québécoises. Ils sont souvent très ouverts. Elles sont souvent très ouvertes, ces maisons-là, à ce que vous montriez le livre au complet, l'œuvre en entier. Par contre, c'est sûr que vous ne pouvez pas enregistrer. Il ne peut pas y avoir, vous devez vraiment prendre les moyens pour ça. Il y a aussi évidemment Copybec qui est une très bonne ressource pour ça, mais en terminant, je vous dirais qu'il y a une excellente nouvelle qui s'en vient d'ici quelques mois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la plateforme numérique Biblius. Biblius, c'est l'équivalent de prêtnumérique.ca, mais pour les commissions scolaires et les centres de services scolaires. Alors, le ministère de l'Éducation a négocié des droits d'auteur avec les différentes maisons d'édition pour offrir des livres gratuitement, en entier, numériques, sans contrainte de temps, sans contrainte de nombre non plus. Donc, c'est extraordinaire pour ça, mais ce n'est pas tout de suite, là. C'est dans quelques mois toutefois. Mais pour toute question précise par rapport aux droits d'auteur, je vous réfère vraiment à Copybec. Ils ont des personnes spécialisées pour répondre à vos questions en éducation. OK, merci. Donc, il y avait une deuxième question de Monsieur Haynes. Peut-être ça répondait déjà à votre question. Sinon, il y avait Madame Letourneau. Oui, bonjour. Ma caméra ne fonctionne pas, donc je ne sais pas ce que vous voyez là. Désolée. Il n'y a pas de problème. Oui. OK. Alors, en fait, c'était la même question. Donc, c'est des livres qui ne sont pas en ligne. Donc, ça, il faut faire la démarche de les chercher à notre bibliothèque. C'est juste pour nous donner des idées de livres qu'on pourrait utiliser. Est-ce que j'ai bien compris? Bien oui, en fait, ces livres-là, effectivement, ne sont pas disponibles dans leur contenu. Par contre, en survolant vraiment les commentaires descriptifs, ça vous permet de faire une recherche très, très rapidement par rapport au fait d'aller chercher sur des sites de libraires commerciaux. Donc, vraiment, vous allez avoir des détails plus pédagogiques sur ces œuvres-là. Ça augmente l'efficacité. Et ça répond à des critères de sélection très stricts. Donc, on s'assure que les livres qui sont sur le site, par exemple, n'encouragent pas les stéréotypes, soit de qualité. Bref, c'est vraiment des livres de grande qualité qui sont sur le site, les titres. D'accord, merci. Merci beaucoup, Julie. C'est un plaisir.
Merci pour cette présentation. On va poursuivre avec une autre petite activité de départ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer à la manière de Star Trek dans une autre chambre. Vous allez apparaître là avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est premièrement vous présenter et répondre à une question. Bien, vous allez devoir, par chambre, trouver une façon de répondre ensemble. Donc, pourquoi évaluer en art? Ça, c'est la question, pourquoi évaluer? On poursuit avec Geneviève. Donc, comme vous le savez, évidemment, dans des années très particulières, il y a eu un décret cette année, au mois d'octobre, qui est venu redéfinir l'année scolaire. Donc, c'est venu statuer du fait que là, on pensait davantage à 2 étapes plutôt qu'à 3, et donc à 2 bulletins. Au départ, la pondération, c'était 50-50. Le ministre, il a annoncé au retour des fêtes que cette pondération-là serait revue pour que la dernière étape soit plus importante que la première. Par contre, la pondération précise, à ce jour-là, elle est toujours en cours de discussion. Nous, ce qu'on pourra faire, là, c'est que lorsque ce sera annoncé, on va garder quand même dans le canal de cette rencontre-ci. Puis quand ça sortira, on pourra en verser l'information dans cette discussion-ci. Donc, à la première étape, évidemment, en art, il faut que ça respecte les normes et modalités des établissements, mais à la première étape, on avait la possibilité, dans les 4 arts, de ne mettre qu'un seul résultat disciplinaire. Et à la deuxième étape, donc à la toute fin de l'année, par contre, il faudra mettre un résultat disciplinaire qui comprend les 3 compétences. Donc, c'est la différence qu'on pouvait évaluer à la première étape, 1 ou 2 compétences, ou les 3 également, toujours évidemment en respect des normes et modalités. Mais à la deuxième, là, vraiment, on va aller vers le 3 compétences. On peut changer par la prochaine. Merci, Éric. Donc, ça, évidemment, c'est des pistes de réflexion. On vous a... Ah, 5 février, merci Mme Fizet. Il y a peut-être une coquille, effectivement. Le changement entre le 5 et le 15 février, là, il y a peut-être qu'entre les deux, nous, c'est revenu. La révision, on a peut-être omis de changer cette information-là, en effet. Donc, les pistes de réflexion qui ont été envoyées au réseau scolaire en tout début d'année, donc c'est vraiment de se référer pour que les apprentissages soient entièrement réalisés, c'est de se référer au savoir essentiel, à la progression des apprentissages. Je ne passe pas trop de temps là-dessus, vous le savez très bien. Ensuite, évidemment, vous déterminez donc où chacun ou chacune de vos élèves sont rendus au regard des apprentissages, toujours pour bien répondre. Là. Évidemment, c'est un peu comme présentement, c'est un peu comme ce que j'ai dit au moment où on commençait la session. Hein. Chaque élève ne part pas du même point, donc c'est vraiment de les amener tous le plus loin possible. On cible évidemment les apprentissages en gras dans la PDA, c'est ce qu'on les avait mis en gras, ceux qui sont vraiment prioritaires. Puis par la suite, ben là, on se consacre à l'entièreté des autres apprentissages. Puis, par cet objectif-là, donc, on a l'objectif qu'au terme de l'année, les élèves aient vraiment vu l'ensemble des contenus ou la grande majorité des contenus pour développer donc les 3 compétences. C'est à l'enseignant, évidemment, que la responsabilité, les compétences de déterminer quels sont les besoins des élèves et quels sont les moyens stratégiques qui conviennent pour répondre dans le contexte actuel. C'est lui qui est le plus apte à déterminer c'est quoi les contenus qu'il souhaite enseigner. Évidemment, la voie de la différenciation pédagogique dans un contexte comme celui-ci est vraiment une voie privilégiée. Vous voyez un lien dans le bas de cette diapositive-là. Elle est dans le document qu'on vous a partagé. C'est une formation enregistrée que l'ensemble des responsables de programme de la direction, on a déposé sur notre chaîne YouTube. C'est en plusieurs petites capsules vidéo. Il y en a une qui parle de la différenciation pédagogique, une qui parle du cerner les besoins des élèves et l'autre parle de la reprise des apprentissages. Donc, je vous invite à aller consulter ces capsules de formation. Enfin, je finis avec ça. Je ne les lirai vraiment pas tous dans l'ensemble. Vous les connaissez. Ce sont les savoirs, les composantes qui sont propres, qui sont communes, en fait, aux 4 disciplines artistiques. Donc, c'est vraiment la voie commune, ce par quoi on passe vraiment dans les 4 arts. On le sait en plus, on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre d'écoles virtuelles, parfois, les élèves n'étaient pas dans le même art qu'ils sont d'habitude. Donc, évidemment, de se référer à ces apprentissages-là, au savoir affectif,
ou savoirs essentiels vraiment qui sont communs, ça peut être un moyen des fois de remédier à des problématiques de changement aussi en cours d'année. Continuer donc avec ce qu'on doit évaluer. Donc, c'est simple, hein, c'est les compétences disciplinaires. On le sait. Je pense que tout le monde le sait. Il y a une formation, justement, qui a été faite par le Récit, donc sur les compétences disciplinaires, ceux qui trouvent ça moins facile. Et je les ai toutes mis là aussi. Donc, on a les compétences, on ne les nommera pas une après l'autre, mais c'est ce qu'on doit évaluer en général, donc dans le domaine des arts. Bien, comment évaluer les compétences? Bien, il y a les critères d'évaluation qui sont spécifiques à chaque cycle, spécifiques à chaque art aussi. Donc, c'est l'enseignant qui choisit donc, les critères qu'il va prendre. Donc, et pour s'aider, donc il y a des outils pour l'aider. Donc, il y a la procuration des apprentissages et le cadre d'évaluation des apprentissages qui existent. Oui, parfait. Donc, juste pour vous dire, je sais que Marie-Ève partage présentement des hyperliens dans le cadre elle les met dans le clavardage. Si vous voulez, vous pouvez les prendre en note, mais également, je veux juste vous dire qu'on va les mettre dans le document qu'on va vous envoyer en suivi à la présente formation. Donc, en effet, l'évaluation, donc, dans le cadre du PFEQ, dans le cadre des programmes du primaire, ça a tout d'abord une perspective formative. En fait, l'évaluation, on veut faire des rétroactions tout au long de l'année aux élèves. Ça nous permet de voir si ce qu'on enseigne aux élèves, si ce qu'on leur transmet est bien saisi. Ça amène à la fois des modifications, des modulations du côté des élèves, mais aussi du côté parfois de l'enseignement pour que lorsqu'on arrive aux évaluations sommatives qui sont vraiment qui représente là où est-ce que l'élève est rendu, donc que l'élève a eu toutes les chances d'atteindre les objectifs. Donc, parfait. On a les différents outils d'évaluation. En fait, ils n'ont pas tous un caractère officiel. Il y a plusieurs grilles qui existent. D'ailleurs, le Récit en art, pour en parler tout à l'heure, il y a des grilles qui ont été conçues par le Récit en art en collaboration avec nous l'an dernier. Il y a des grilles d'observation, des productions annotées des élèves, des portfolios, selon la modalité avec laquelle vous travaillez, évidemment, lorsque vous êtes soit en présence ou soit en ligne, tout dépendant si vous avez des moments où vous avez dû verser à distance. Donc, on vous invite vraiment à trouver le plus de moyens que possible de prendre des traces et vraiment toutes ces informations recueillies là, et colligées là permettront de dresser à la toute fin du cycle ou à la toute fin de l'étape bilan des apprentissages des élèves. Donc, tout ce qu'on trouve dans les critères d'évaluation du cadre d'évaluation, on a également les critères qu'il y a dans le programme. Le cadre d'évaluation, c'est celui qui prévaut, donc c'est important quand même de se le rappeler. Puis, on a également la progression des apprentissages à laquelle on peut se référer pour finalement être capable de voir sur quoi on doit porter notre jugement. Donc, bien évidemment, les commentaires, les critères peuvent être parfois plus globaux, parfois moins globaux, mais évidemment, ce sont des traces générales qui peuvent servir pour l'ensemble des cycles pour porter un jugement. Super. Bien là, et maintenant, on va rentrer dans des principes, d'un grand principe directeur pour l'évaluation à distance. Donc, il y a des choses qu'il faut tenir compte. Donc, la différenciation, on en parle depuis tantôt. Hein, les élèves sont différents, n'ont pas la même vitesse d'apprentissage, la même volonté. C'est important de différencier notre approche aussi. En art, souvent, les élèves sont appelés à être autonomes. Donc, c'est peut-être pendant ce temps-là, pendant que certains travaillent sur quelque chose, qu'on peut rencontrer individuellement pour faire valoir nos attentes, ou etc. Donc, c'est vraiment la situation est différente, il faut faire des choses différemment. La collaboration, c'est important. Donc, quand on a des bons coups, les dire, aller chercher les bons coups des autres aussi. Je pense que présentement, communiquer, ça n'a jamais été aussi facile. Donc, il y a cet avantage-là. Donc, si on est capable d'aller chercher les bons coups des gens et savoir qu'est-ce qui se fait de bien, bien, ça nous aide aussi, entre collègues, à avancer. La rigueur, toujours faire nos choses, avoir une bonne grille d'évaluation et faire les choses selon le programme. Ça, c'est très, très important. Et la souplesse, tout le monde apprend différemment présentement, les élèves. Nous, on apprend différemment, on apprend à travailler avec de nouvelles façons de faire, les élèves aussi. Fait qu'on peut changer nos exigences, on peut travailler autrement, mais tout en respectant justement une grille d'évaluation qu'on a fait. Ça, c'est hyper important. On va continuer. Donc, les critères de réussite, bien, donc d'une bonne tâche d'évaluation. Qu'est-ce que j'évalue? OK? C'est très important.
L'évaluation en art, c'est souvent subjectif, on le sait, donc c'est important d'avoir une grille claire. Pourquoi qu'on n'impliquerait pas les élèves à faire cette grille-là? Ça peut être intéressant. Donc, ça peut être une activité à faire avec les élèves aussi. Donc, ils vont savoir vraiment quoi on s'attend d'eux après ça. Donner des exemples de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut pas aussi, ça peut être vraiment intéressant. Comment voir le processus à distance? Important d'avoir des outils pour garder des traces. Donc, un cahier de traces qui est en ligne. Nous, on peut aussi avoir des grilles d'observation comme on avait à la main pendant que les enfants travaillent devant nous. À distance, le travail d'ensemble est plus difficile en général. En musique, c'est plus difficile. En art dramatique, c'est le plus aussi quand on est habitué de faire des chœurs, des choses de groupe. Bien là, il faut trouver de nouvelles façons de faire. Peut-être y aller par petits groupes, peut-être plus des présentations qui sont vraiment d'une autre forme. Mais il faut trouver des façons de faire différentes. C'est important de savoir, de ne pas oublier que les jeunes veulent être dans l'action, surtout en art, ils sont en action habituellement, fait qu'il faut les mettre en action aussi en ligne, donc il faut trouver des façons de faire pour les mettre en action. Dans les enseignants que j'ai rencontrés qui enseignaient en ligne, justement, la plus grande problématique qu'il y avait, c'était les caméras avec les élèves, surtout au secondaire, mais des élèves qui ne veulent pas ouvrir leurs caméras, bien, c'est de créer un climat de confiance qui va faire en sorte que les élèves vont les ouvrir, les caméras. Mais là, présentement, on est c'est difficile de savoir est-ce qu'ils doivent les ouvrir. Ils peuvent décider de ne pas les ouvrir, on ne peut pas les obliger, donc il y a quelque chose là-dedans qui est dommage, mais il faut quand même être conscient de ça. Donc, c'est en créant un climat de confiance qu'on va réussir à ce que les élèves ouvrent leur caméra un peu plus. Donc, une situation d'apprentissage-évaluation, bien, si cette situation-là est claire, bien, c'est sûr que ça va aider les élèves à progresser et à avancer. Je passe vite, mais il y a les outils pour la correction. Il y a plusieurs outils rétroaction vocale, grille d'évaluation, mais on en a mis là, on vous en montre. Mais ce qu'on veut faire, c'est que là, justement, je vais laisser la parole au récit. Je vais laisser la parole à Marilène et à Mylène, Marie-Ève et Mylène, désolé Marie-Ève, qui vont vous parler de la triangulation et des outils qui pourront être utiles pour l'évaluation à distance. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Éric. Oui, donc on peut commencer avec ça ici. Je ne sais pas, vous avez sûrement déjà vu des infographies qui présentent la triangulation des traces, puis vous savez tous à quel point c'est important de recueillir des traces dans différents contextes. Donc, soit, par exemple, selon nos observations en classe ou durant le travail, soit avec des conversations, donc avec la rétroaction aux élèves ou bien sûr via les productions qu'ils réalisent. C'est ça, donc Mylène vient de partager dans le clavardage le lien vers le Geniali qui présente cette petite infographie que vous voyez à l'écran. En vous montrant comment justement les mêmes outils peuvent servir dans plusieurs contextes différents. Donc, on n'a pas besoin de s'éparpiller. Vous allez voir là, dans la suite de notre présentation, on n'a pas besoin de s'éparpiller dans 15 millions d'outils différents. Il y a un petit éventail d'outils ici pourront nous permettre de recueillir des traces dans les trois contextes qui nous intéressent. Donc, si vous allez dans le Geniali, vous allez avoir plus d'informations, puis vous allez pouvoir cliquer et accéder. Chacun des icônes, des logos mènent vers des ressources additionnelles, là, comme des tutoriels pour se servir des différents outils. Donc, le premier temps, le premier moment, disons, dans la triangulation des traces dont on va vous parler, c'est au niveau des observations. Donc, pendant les observations peuvent être réalisées à trois moments différents. Donc, pendant la visioconférence en tant que telle, mais aussi pendant soit le travail individuel ou le travail en équipe. Donc, il peut y avoir Ah, Mylène a dit qu'elle est là, justement. Ah non, ça a dit qu'elle a quitté. OK, bon, elle a peut-être des problèmes de connexion. Donc, selon ces différents moments-là, il y a des tâches que les élèves peuvent accomplir et que les enseignants peuvent accomplir, et tout ça ici dans différents outils que vous voyez à droite. Par exemple, en visioconférence, on va vous faire expérimenter dans quelques instants l'utilisation de whiteboard.chat qui vous permet
de réaliser une tâche guidée sur un tableau blanc en ligne. Et avec ça, ici, on peut, étant donné qu'on peut enregistrer tous les tableaux des élèves, tout ça, ça nous permet de garder des traces des observations qu'on a faites pendant que les élèves travaillent. Donc, vous allez voir, Whiteboard, c'est un outil qui permet de voir tous les tableaux des élèves. Ce n'est pas comme dans Teams où est-ce qu'il y a un tableau blanc, justement, mais il est collaboratif, donc tous les élèves travaillent dessus ou c'est seulement l'enseignant qui présente du contenu à l'écran. Whiteboard.chat, c'est vraiment chaque élève a sa petite ardoise et l'enseignant peut voir toutes les ardoises des élèves pour pouvoir voir ce qu'ils sont en train de faire. Je suis de retour normalement. Est-ce que vous m'entendez? Oui! À présent, t'entends bien, je sais pas pourquoi. Et moi, je parlais, hein, je vous ai vraiment présenté toute la diapo. Je parlais toute seule. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tu as présenté la première partie avec la vidéoconférence et le tableau blanc. C'est ça. Il faut savoir en vidéoconférence, ce qu'on peut faire aussi, c'est de demander aux élèves de réaliser une tâche devant la caméra. Mais comme Éric l'a expliqué, c'est sûr qu'à certains moments, des fois, ça peut être problématique, mais pour la grande majorité des élèves, ça peut quand même être une solution intéressante. Pendant que les élèves, vous avez plusieurs options. Vous pourriez faire un enregistrement de la rencontre que vous voulez utiliser pour l'évaluation. Mais vous pourriez aussi faire à certains moments des captations d'écran. Puis, l'outil qu'on vous suggère, c'est Loom, c'en est un, mais il en existe vraiment plusieurs logiciels où on peut faire des captations d'écran. Ensuite, pour le travail individuel, lorsque les élèves sont en action, on peut leur demander de prendre des photos, des captures d'écran pour vraiment être témoins de leur processus d'apprentissage. On peut aussi leur demander de réaliser un journal de bord ou un bloc-notes de classe, comme on voit souvent dans Teams, on peut utiliser le bloc-notes. Si vous êtes avec la plateforme Google, je vous suggère peut-être d'utiliser Présentation, qui peut servir vraiment, on peut faire un slide par journée de travail. Ensuite, pour l'enseignant, ce qu'on suggère pendant qu'ils font ça, c'est de prendre des traces, circuler. Si vous les avez placées en petite salle, vous pourriez circuler et prendre des observations comme on fait dans IDOCO. Est-ce que tu en avais parlé, Marie-Ève? Pas encore, non. Oui, IDOCO peut être un outil de consignation vraiment intéressant. C'est sûr que c'est lié avec les Mac, Apple. Donc, si ça vous intéresse, il y a une formation, il y a une auto-formation sur Campus Récit qui est disponible pour vraiment pouvoir aller explorer toute cette plateforme de consignation. Moi, c'est le cahier d'enseignant que j'utilisais. Elle s'était rendue toute pour le numérique avec IDOCO. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser un logiciel Excel ou vous pourriez utiliser un sheet sans problème. Donc, ce qui est important, c'est quand ils sont en action et que vous êtes dégagés, c'est d'utiliser ce temps-là pour pouvoir observer et garder des traces. Quand les élèves excuse-moi, Mylène, il y a deux petites interventions dans le clavardage. Dans le fond, on n'est pas obligé de toujours. Là, je voyais, je ne comprends pas mettre des drapeaux dans IDOCO. C'est que dans le fond, vous n'êtes pas toujours obligé de noter quand vous utilisez IDOCO. On peut s'en servir avec une certaine codification. Donc, là, on parlait de drapeaux. Ça pourrait être des drapeaux de couleur. Des fois, les élèves, dans le courant d'une tâche, en mettant certains drapeaux, nous permettent si exemple, un drapeau vert, c'est un élève qui réussit la tâche facilement, puis on peut se mettre certains codes. Au rouge, c'est un élève qu'on doit garder à l'œil pour certains aspects. Donc, moi, je trouvais que ça n'a pas besoin d'être toujours des commentaires écrits. Nos observations peuvent être tout simplement, comme Réa dit dans le clavardage, avec des pictos. Exactement. Je ne sais pas est-ce qu'il y avait une autre question que j'ai manquée? Il y avait la question d'Élise, mais Marie-Ève y a déjà répondu. OK. Bon. Marie-Ève est rapide. Donc, pour ce qui est du travail en équipe, on peut, même principe, si on se sépare on pourrait donner un temps de travail en petites sous-équipes et on ouvre des salles. Les élèves vont apprendre des notes dans un document collaboratif. Donc, ça nous permet de voir ce qui se passe. Même si on ne les voit pas toujours avec la caméra, on voit ce qui se passe à l'intérieur, puis on peut même consulter les historiques de ces documents-là. Vous pouvez aussi demander aux élèves, suite à l'activité, de remplir un formulaire d'auto-évaluation, de co-évaluation qui peuvent vraiment être intéressants. Pendant ce temps-là,
l'enseignant circule, peut se promener, fait des rétroactions constantes auprès des élèves avec ses différents outils de consignation selon son intérêt puis son aisance aussi avec l'outil. On va vous inviter à aller visiter le fameux whiteboard.chat qui est vraiment un gros coup de cœur pour nous. Je vous partage les liens dans le clavardage. Selon votre discipline, vous allez pouvoir faire une petite visite de votre tableau. On vous a donné une petite tâche intéressante à faire. Ouais. Vous allez pouvoir aller explorer. Donc, whiteboard.chat, il existe plusieurs types de whiteboard, des tableaux blancs. Comme dans Teams, il y en a un. Dans Google, on peut avoir le Jamboard. Ce qui attire notre attention avec whiteboard.chat, c'est vraiment l'aspect où on peut voir en simultané tout ce que les élèves font. C'est comme si on avait fait une petite ardoise pour chacun des élèves et on peut vraiment avoir le travail en simultané. Je ne sais pas si tu peux rentrer dans Marie-Ève. Est-ce que tu vas partager ton écran ou c'est moi qui... Peux-tu le partager? Ça va-tu? T'es-tu à l'aise? Oui, attends, je vais juste rafraîchir là, pour être sûre que je puisse voir. Comme dans le tableau de musique, je vous invitais à composer une courte mélodie sur la portée. Pour la danse, je vous ai demandé, à l'aide d'images et de textes, réaliser un tableau d'inspiration pour présenter la thématique de ta prochaine chorégraphie. Donc, est-ce que ça va ou tu veux que je partage? Non, c'est juste parce que la musique, dans le fond, je suis comment dire, élève. Donc, je ne peux pas montrer Disons juste un autre, ça ne me dérange pas. Dans le fond, ce que je trouve intéressant avec l'option de whiteboard.chat, c'est qu'on a vraiment une vue d'ensemble. Vous voyez, l'enseignant peut vraiment voir chacun des petits tableaux des gens qui vont s'être joints. Il peut aller jusqu'à 100 personnes sur un même whiteboard. On voit qu'il y en a qui font des beaux dessins. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Dans le fond, le but, je veux juste que vous voyez. Ce qui peut être intéressant, oui, on a la vue d'ensemble, mais en plus de ça, on peut entrer dans les tableaux des élèves, puis aller faire des correctifs, puis s'ajuster, vraiment donner une rétroaction auprès des élèves. C'est vraiment intéressant aussi. On peut glisser comme des PowerPoint déjà tout faits. Souvent, on a de la misère avec les petits. Bien, ça permet vraiment un peu comme un cahier d'activités où on est capable d'aller donner des activités à encercler ou des éléments comme ça, puis on voit vraiment le cheminement de chacun des élèves. Donc, c'était ma petite visite de whiteboard. Je ne sais pas si tu avais un élément à ajouter, Marie-Ève, par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup d'outils intéressants à l'intérieur de whiteboard, donc je vous suggère vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Oui, donc c'est ça, c'est très polyvalent, mais c'est surtout, c'est ça, comme on disait, c'est que c'est un excellent outil pour observer les élèves pendant qu'ils sont en train de travailler. Donc, on ne perd pas de vue ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Ensuite, si on passe. Il y a juste une petite question, Ah oui, Marie-Ève. okay. Donc, on demande comment on met les images, puis il y a une autre question. En fait, il y a deux questions qui sont entrées l'une après l'autre. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il suffit d'envoyer le lien aux élèves? Oui, est-ce que tu l'as encore proche, le whiteboard, Marie-Ève? Oui, attends une minute. Pour le lien d'invitation, c'est simple. On a simplement un lien de partage qu'on vient partager dans le coin. On peut avoir un code QR, on peut joindre une classe ou simplement envoyer un lien de partage. C'est vraiment très, très simple. Ça ne demande aucune inscription pour l'élève. Simplement indiquer son nom à l'entrée. Puis l'autre question, c'est comment on met des images? Oui, si je ne me trompe pas, on vient chercher au niveau de la petite... Non, celle-là, c'est la vidéo. La petite image ici. Ça, c'est l'image ici. Ou sinon, on peut aller ajouter avec la clé à molette. Là. Juste au-dessus. Parfait. Ouais. Puis il y a la question de Martine à savoir oui. Est-ce qu'il y a des symboles musicaux? Oui, il y a des symboles musicaux. C'est ce que je préfère quand on va dans la petite... truc de peinture, on a vraiment plusieurs petits outils vraiment intéressants, dont la fameuse portée puis les notations musicales. On peut vraiment faire des ajouts, puis ça fait quelque chose de propre. Souvent, tu sais, quand on se met à barbouiller avec un crayon, je trouve que quand ça vient le temps de travailler dans une partition, c'est moins intéressant. Mais cet outil-là nous permet de faire ça aussi.
Puis de l'autre côté, sur la barre d'outils, vous avez comme un petit quadrillé qui vous permet d'ajouter différents types de grilles. Je pense en danse, si vous voulez faire un placement par rapport à une scène, vous pourriez dessiner des petits bonhommes, puis tout ça, il y a vraiment des possibilités. Donc, il restait une dernière petite question. Oui. Donc, on ne peut pas copier-coller, donc. Je pense que vous y avez un peu répondu. Copier-coller, ça dépend. Copier-coller un objet, oui, mais ce n'est pas une mécanique aussi copier-coller comme d'habitude. Il faut passer vraiment par quand on appuie sur l'objet, vous faites un bouton de droite, puis il va vous arriver, va vous apparaître une sélection que vous allez pouvoir aller ajuster. Oui, donc c'est ça. Il y a plusieurs manières. Là. On peut faire vraiment CTRL-C, CTRL-V comme d'habitude, mais sinon, c'est ça, en faisant un clic droit sur les objets, il y a différentes manipulations qui s'ajoutent, dont la copie ou le clonage. Là. Ça. Il y a certaines petites manipulations qui se font moins instinctivement, mais c'est vraiment intéressant. Non, elle n'est pas en français, mais moi, je fais un petit truc, bouton de droite, puis on fait traduire, puis vous allez presque avoir un tableau en français. Donc, ça peut être vraiment une bonne solution. Comment avoir? Bien, quand vous allez entrer au début, je ne sais pas si tu peux carrément sortir du whiteboard, Marie-Ève, puis montrer juste quand on rentre sur... Oui, exactement. Donc, vous allez sur « Commencer à dessiner », puis commencer à enseigner. C'est simple comme ça. Je vous conseille de vous créer un compte là, si vous voulez l'utiliser pour vraiment... Il se rappelle de nous quand on a un compte. Puis si vous voulez avoir plus de précision sur cet outil, ben, les lundis puis les jeudis, avec le récit au bout du fil, vous allez pouvoir venir nous poser vos questions. On va être disponible pour vous sans problème. On va reparler à la fin de la présentation. Parfait. Merci. Donc, on est rendu à la partie conversation. Alors, quand on veut garder des traces, justement, des rétroactions qu'on offre aux élèves, mais aussi des conversations qu'on a, donc, permettent aux élèves de s'exprimer puis d'expliquer, justement, leur processus. Il y a différentes manières qu'on peut faire ça, différents outils, encore une fois, qu'on peut utiliser pour faire ça. Donc, par exemple, si on est en visioconférence, on va utiliser probablement plus la discussion en grand groupe avec les élèves. Puis, encore une fois, on peut noter nos commentaires, les commentaires des élèves ou les commentaires, des résumés des conversations qu'on a avec les élèves, soit dans les dossiers ou dans différentes grilles tableurs qu'on va avoir préalablement organisées. En ce qui concerne le travail, la discussion individuelle, on peut faire des entrevues individuellement avec les élèves. C'est sûr qu'à 400 élèves, c'est un petit peu plus difficile de faire des entretiens individuels, mais quand on se promène dans les différentes salles avec les équipes, par exemple, on peut cibler certaines équipes à chaque semaine, puis avoir une discussion un petit peu plus approfondie avec certaines équipes, faire une rotation comme ça. Mais même si on n'est pas nécessairement en entrevue puis en discussion avec les élèves, eux, ils peuvent garder des traces de leur discussion puis de leur processus, donc de toutes des idées qui émergent, des décisions qu'ils ont prises dans la création, dans les choix qu'ils ont faits là, dans leur processus. Ils peuvent tout noter ça dans différents outils de la suite Google ou de la suite Microsoft. Et même de manière collaborative aussi, s'ils travaillent en équipe, soit dans Word, etc., très, très facilement. On pourrait même aller jusqu'à créer un portfolio. Là, on ne l'a pas mis à l'intérieur. Je pense à un drive qui est commun avec l'enseignant où on peut vraiment voir le processus, même sur plusieurs années de l'élève. Mm-hmm. Puis une manière très, très simple d'avoir une conversation avec les élèves, c'est d'utiliser les commentaires dans un fichier. Donc, peu importe le fichier qu'on utilise, que ce soit dans Classroom ou dans Teams, les différents fichiers, peu importe ceux qu'on utilise, on peut ajouter des commentaires. Donc, par exemple, ici, soit dans PowerPoint, un PowerPoint collaboratif ou un Google Slides collaboratif. Donc, quand on donne les permissions d'édition aux élèves,
ils peuvent écrire des commentaires et nous, on peut écrire des commentaires sur leurs documents en même temps. Alors, je vous invite, Mylène, est-ce que tu partages les Oui, c'est liens? déjà partagé dans le clavardage. Donc, Parfait. selon votre aisance, si vous préférez aller avec les options plus Teams ou plus Classroom, donc allez cliquer sur le lien que vous préférez. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, peu importe, si vous êtes dans PowerPoint, vous allez retrouver ici le petit phylactère pour ajouter un nouveau commentaire. Donc, je vous invite à écrire un commentaire, peu importe. Là, en ce moment, c'est vraiment juste pour se pratiquer, dans le fond, pour voir à quel point c'est très facile. On peut mentionner l'élève en particulier si on est en équipe. On peut mentionner un membre de l'équipe en particulier en ajoutant l'arobase en avant, mais on peut facilement faire des petites rétroactions directement avec un commentaire. Et étant donné qu'on doit être connecté d'habitude quand on est en notre suite avec nos élèves, donc on va voir ici le nom de l'élève qui a écrit le commentaire. Donc, vous pouvez essayer, hein, les documents sont là pour que vous faites un essai, donc vous êtes vraiment ouvert à y aller. La même chose avec Google Slides. Donc, encore une fois, il y a le petit phylactère ici avec l'historique, dans le fond, des commentaires. On peut ajouter un commentaire et approuver, fermer, dans le fond, une discussion si jamais on est... c'est ça, si le fil de discussion est terminé, on peut ici ajouter un petit crochet pour dire que c'est terminé, mais on le voit quand même dans notre historique. Moi, c'est des belles discussions. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de garder des traces de la discussion au lieu d'avoir les traces de la discussion à l'extérieur du travail de l'élève. Là, on a les traces de la discussion à l'intérieur du travail de l'élève. Alors, mine de rien, c'est vraiment enrichissant, justement, si on partage les travaux avec les parents, par exemple, mais les parents peuvent voir aussi la rétroaction qu'on a donnée à l'élève ou les questions que les élèves nous ont posées ou les ajouts, les commentaires que les élèves ont ajoutés pour détailler une idée là, qu'ils avaient écrite dans leur document. Donc, c'est ça. Alors, c'était très, très rapidement là, comment une petite manière facile de rétroagir dans les documents. Alors, je vais laisser Mylène. Oui, vas-y. On me suggère même aussi le commentaire audio. Je crois que c'est Marc-Claude Bourgault. Qui me suggère l'audio. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu peux copier le lien, Marc-Claude, dans le clavardage? C'est vraiment intéressant. Commentaire audio avec le bloc-notes. Si on utilise le OneNote, là, si on utilise le bloc-notes de classe, c'est vraiment facile d'ajouter des commentaires audio directement sur la page de l'élève, sur le document de l'élève. Mais c'est ça, là, on a choisi de présenter Slides puis PowerPoint parce qu'il n'y a pas d'équivalent bloc-notes pour la suite Google, malheureusement. Alors, c'est ça, c'est les outils qu'on a présentés. Maintenant, on va parler de la production. Quand on est en vidéoconférence, souvent, on peut créer des productions à partir de la vidéoconférence. On pourrait jouer vraiment avec l'écran. Je pense à des élèves, on pense à des vitamines rythmiques qui peuvent être produits à l'écran. Ce qu'on peut suggérer pour l'enseignant, c'est vraiment encore là de revenir avec son carnet de consignation. Idoceo est vraiment une bonne façon de faire. Mais je vais aussi vous parler des fameuses grilles qu'on a parlé tantôt, qui ont été conçues par Brigitte-Louise Lessard, qui ont été faites pour toutes les disciplines artistiques, qui permettent, comme vous voyez, lorsque vous accédez aux documents que je vais copier dans le clavardage, donnez-moi un petit instant. Donc, ces fameuses grilles-là vous permettent, oui, d'utiliser les grilles en format souple. On va utiliser dans un Excel ou dans un sheet. Mais vous pouvez aussi télécharger les rubriques. Brigitte-Louise a fait un travail de moine par rapport à toutes ces rubriques-là qu'on peut intégrer soit à Teams, soit à Google Classroom et aussi à Idoceo.
Donc, il suffit simplement de les télécharger, puis c'est directement, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, c'est vraiment un incontournable au niveau de l'évaluation, ce fameux document-là. Je ne sais pas si tu avais un ajout à faire, Marie-Ève. Oui, non, c'est ça, ça sauve la vie, là, ça sauve beaucoup de temps, étant donné que les rubriques sont déjà créées pour nous. C'est facile de les importer dans Teams, dans Classroom. On peut les importer, puis après ça, on les adapte. Là, on enlève les colonnes dont on n'a pas besoin, là, etc. Donc, on les adapte aux différents projets qui sont utilisés. Puis, sauf que c'est ça, on n'a pas besoin de réécrire à chaque fois toutes les phrases, là, des rubriques, etc. Tout est là pour nous. Donc, épargnez-vous un petit peu de travail, puis allez télécharger ça rapidement. Puis l'aspect modification, c'est ça qui est intéressant de ces fameux documents-là, c'est qu'on peut les prendre puis les mettre à notre main, puis sauver vraiment beaucoup de temps. Donc, on peut aussi, comme on parlait, enregistrer la vidéoconférence ou un extrait pour vraiment le conserver. Par contre, c'est sûr que ça peut ajouter une surcharge de travail par la suite. Les élèves peuvent bien sûr produire individuellement ou en équipe. Ici, on l'a regroupé tout ensemble parce que, dans le fond, dans chacune de ces situations-là, les élèves peuvent prendre une photo ou une capture d'écran de leur production finale, peuvent aussi, bien sûr, enregistrer soit juste un fichier audio ou une vidéo de ce qu'ils ont créé. Ils peuvent aussi envoyer un lien vers leur travail en ligne. Donc, on peut les faire travailler sur différents outils en ligne et leur demander de nous envoyer tout simplement le lien sans avoir à télécharger en tant que tel la production. Ils nous envoient le lien vers le travail. Donc, ça allège, là, dans le fond, le transfert de fichiers. Bien sûr, on peut aussi faire des bons vieux examens, des bons vieux quiz et questionnaires en ligne en utilisant Forms, etc. pour évaluer plus au niveau de la compréhension puis des connaissances, là. Et on peut faire des questionnaires avec des vidéos. Alors ça, c'est très intéressant quand on veut apprécier, quand on veut évaluer l'appréciation. On peut utiliser, par exemple, Edpuzzle. Il y en a différents outils comme ça, mais il y a Edpuzzle qui est très intéressant pour ça, qui nous permet d'ajouter des questions à l'intérieur d'une vidéo. Donc, la vidéo, elle s'arrête. La question est posée. L'élève doit répondre à la question avant de pouvoir poursuivre la lecture de la vidéo. Donc, on s'assure que les élèves regardent la vidéo en entier et toutes les réponses sont colligées dans notre petite classe virtuelle qu'on crée dans Edpuzzle. Ce qui est intéressant aussi avec Edpuzzle, c'est que lorsque on crée, cette création-là peut servir aussi à d'autres enseignants où on peut aussi aller s'inspirer puis en créer à partir puis les modifier selon nos préférences à partir d'un modèle de quelqu'un d'autre. Je vais partager dans le clavardage, il y a un élan au niveau des enseignants de musique, donc je vais vous partager une petite page du Wakelet Edpuzzle pour musique. Oui. Donc, c'est ça, comme Éric disait tout à l'heure, la collaboration, là, surtout en ce moment, c'est vraiment, vraiment important. Si on peut collaborer entre enseignants puis se partager des ressources, ça aide tout le monde. Je sais que ça nous prend tous beaucoup, beaucoup de temps à créer ce matériel-là. Puis c'est ça, mais si on peut en faire bénéficier les autres, comme ça permet justement de rehausser notre sac. Notre sac de matériel. Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est ça. Alors, pour les productions, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que vous utilisez déjà assez fréquemment au niveau des photos, capture d'écran, etc. Mais peut-être que Flipgrid, c'est peut-être un outil que vous connaissez un petit peu moins, qui est très utile dans les 4 disciplines. Je vous partage ici la petite activité à l'écran. Donc, on peut l'utiliser dans les 4 disciplines. Flipgrid, c'est une plateforme qui appartient à Microsoft et qui sert à faire des communications par vidéo, dans le fond. Donc, on communique, on pose une question ou on crée un débat ou peu importe. Là, on donne une proposition et les élèves doivent répondre par vidéo. Maintenant,
c'est tout récent quand même, là, on peut maintenant ajouter des commentaires écrits à la vidéo de quelqu'un. On peut réagir puis ajouter des commentaires écrits à la vidéo de quelqu'un d'autre. Avant, ce n'était pas possible. Il fallait vraiment répondre encore par vidéo. Mais ici, donc, c'est très, très, très pratique pour faire de courtes vidéos, justement, autant au niveau de la conversation, de l'observation. L'élève peut se filmer en train de réaliser son travail, peut se filmer en train d'expliquer son processus créatif, mais peut aussi, bien sûr, filmer sa production finale, surtout dans les arts de la scène. Alors, je vous invite à soit balayer le code QR qui est ici ou à cliquer sur le lien que Mylène vous a probablement partagé dans le clavardage. C'est ça, tout à fait. Parfait. On bombarde. Je ne sais pas si il n'y a pas de réponse, il n'y a pas personne qui s'est aventuré à enregistrer une réponse. Moi, je ne vais pas cliquer ici parce que ça va faire un conflit avec ma caméra qui est utilisée dans Teams en ce moment. Mais comme vous voyez, dans le fond, l'enseignant se crée une classe, crée un thème, là, un thème d'activité. Après ça, on gère le temps maximal qu'on veut donner aux élèves pour répondre à notre proposition, à notre question qu'on a posée. Et puis après ça, les élèves, une fois qu'ils arrivent au lien qui a été partagé, doivent tout simplement enregistrer une petite réponse rapidement. Je vais essayer de t'encourager, là. Oui, c'est ça, il n'y a personne qui... Mais ça va mieux si on utilise le... Je vais peut-être remettre le code QR C'est sûr ici. qu'on est en vidéoconférence aussi. C'est ça. S'il y en a que la caméra peut jouer des tours. Puis pour ceux qui ne savent pas comment balayer un code QR, il suffit d'aller, si vous avez un Apple, d'ouvrir votre appareil photo et simplement passer le code QR. Il va apparaître une petite fenêtre. Ça va vous demander de vous créer rapidement votre compte, mais c'est très simple avec Microsoft. Vous rentrez votre identifiant, vous vous connectez avec vos identifiants de Microsoft et puis votre compte va être créé rapidement. Ah, il y a des réponses. Donc, comme vous voyez, on voit les personnes qui ont répondu. On peut ajouter ici, on peut, c'est ça, télécharger la vidéo, etc. On peut donner un feedback à la... Bonjour. Je vais s'arrêter ça ici. OK, c'est ça. Donc, on peut ajouter un commentaire ici. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, on peut écrire. Donc, notre commentaire peut être écrit, pas seulement vidéo. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport à Non, je Flipgrid? pense que c'est très complet, c'est très apprécié. On voit le commentaire de Claudine Pelletier qui dit que Flipgrid a changé sa vie. Moi, je trouve vraiment que c'est un outil qui est très complet et qui permet vraiment d'avoir une belle rétroaction avec les élèves. Oui, puis ils aiment ça, hein, les élèves, là, c'est tous des fans de TikTok et machin, là, fait qu'ils aiment ça faire des petites vidéos comme ça. Souvent, ils trouvent ça plus facile que justement d'écrire tout leur processus créatif ou d'écrire, c'est ça, des fois pour eux, c'est plus simple justement de juste s'enregistrer rapidement en vidéo, Tout à fait. donner leurs explications. OK. Je conclurai cette section-ci en vous présentant, dans le fond, les services du Réciart. Pour ceux qui n'ont pas compris, le Réciart est là pour l'intégration des technologies. On est un réseau à travers le Québec. Nous, on est des ressources nationales qui sont spécifiquement au niveau de l'enseignement des arts, mais sachez que dans chacune des commissions scolaires, vous avez des récits locaux qui sont généralistes, qui s'occupent de plusieurs disciplines, autant les titulaires que vous. Mais c'est des ressources que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à aller chercher pour voir qui sont vos fameux piliers numériques. 3 grandes ressources incontournables de notre service, le fameux Wakelet qui est dédié vraiment au niveau de l'enseignement à distance, mais je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui vont plus loin et qui vont vraiment chercher cet outil-là presque au quotidien. Donc, on a vraiment colligé plein de ressources. On a mis des heures de recherche pour essayer de trouver des outils qui étaient faciles, qu'on pouvait ajuster, peu importe la plateforme, que ce soit sur un ordinateur, un Mac, qu'on puisse vraiment se promener d'une plateforme à l'autre. On ne sait jamais sur quelle plateforme les élèves sont. Des fois, on a la chance d'avoir tous le même type d'appareil, mais ça peut vraiment varier d'une commission scolaire à l'autre. Donc, plusieurs outils ont été
mis à l'intérieur. On s'est assuré qu'il y ait le moins d'inscriptions possible, que l'outil soit gratuit, ne demande aucun téléchargement. Donc, on a fait un ménage du web. Cet outil-là, Wakelet, permet d'être collaboratif. Donc, oui, on a jeté un œil sur le web, mais ça s'ajoute puis ça change à la vitesse de l'éclair. Donc, n'hésitez pas à faire des ajouts. Simplement, je ne sais pas si tu peux montrer rapidement comment on fait un ajout. Donc, pour faire un ajout, on cherche le logo ici, le logo bleu et jaune du récit, où c'est indiqué « Cliquez ici pour ajouter des ressources à cette collection ». Donc, moi, je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée pour qu'on voit ce que ça donne. Donc, tout de suite, ça va nous demander d'écrire notre nom. Et, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est ça, simplement venir noter votre nom, puis vous allez pouvoir faire votre ajout. Donc, vous faites une découverte d'une vidéo, vous venez ajouter, vous prenez simplement le lien, vous allez pouvoir le coller. C'est ça. Donc, vous cliquez ici sur le bouton vert « Edit Collection » pour ajouter une ressource. Et là, maintenant, vous avez le petit plus vert qui apparaît, qui vous permet d'ajouter… Ah, ma fenêtre est gelée? Oui, ta fenêtre est gelée. Okay. Donc, dans le fond, quand vous avez appuyé sur le… C'est bon, je comprends. Quand vous avez appuyé sur le bouton bleu, il va apparaître un bouton « Edit ». Puis, vous allez dérouler un petit peu plus bas un plus qui va vous permettre de pouvoir faire l'ajout d'un lien ou même d'un Flipgrid. Un lien d'une vidéo, il y a vraiment d'une image. C'est vraiment… Donc, le bouton vert, modifier la collection ou Edit Collection. Et ici, le petit plus vert qui permet d'ajouter soit une URL, d'écrire du texte, ajouter une vidéo de YouTube, une photo, télécharger un PDF, etc. Donc, toutes les ressources que vous pourriez vouloir partager avec d'autres enseignants, vous êtes les bienvenus à le faire. Ça va nous faire vraiment plaisir. Comme ça, on peut tous s'entraider avec ça. C'est vraiment une ressource dont on est très fiers, puis on voit que de plus en plus d'enseignants se mettent à contribuer, donc n'hésitez pas. Le deuxième service intéressant, c'est notre site web qui est une mine d'or d'activités, de ressources, donc c'est un incontournable et je vais vous inviter à joindre en allant sur Communauté. Notre fameuse liste qui vous permet de recevoir le bulletin qui vous tient informé de ce qui se passe au niveau du récit-art. C'est à peu près 4 publications par année. Ça vous permet de vous tenir au courant. Sinon, il y a les boutons des réseaux sociaux en haut à droite. Je vous conseille fortement de joindre la page Facebook du récit-art parce qu'on propose vraiment beaucoup d'éléments qui passent, autant les formations, puis à chaque vendredi, on vous propose les trucs artistiques qui sont souvent très appréciés. Puis je terminerai. Il y a aussi le YouTube qui est… vas-y. C'est ça, exactement. Donc, le YouTube, on a énormément de capsules vidéo pour vous aider qui sont répertoriées en différentes listes de lecture, donc des tutoriels, des vidéos que vous pouvez utiliser sur le différents langages plastiques, gestes transformateurs, etc. Selon les différents outils, que ce soit CoSpaces, de la programmation, etc. Bien sûr, toujours des choses en lien avec les technologies, mais on a vraiment, vraiment beaucoup de vidéos pour vous soutenir là-dedans. Pour terminer, on a développé un nouveau service qui est un service d'accompagnement par visioconférence, qui a lieu tous les lundis de 10h à 13h et les jeudis de 13h30 à 16h30. Vous n'avez pas besoin d'avoir de rendez-vous. Vous avez besoin qu'on vérifie si votre document est correct, puis vous voulez faire des tests avec quelqu'un, on est là pour vous. Vous avez des questions, vous voulez qu'on prenne le temps avec vous, on est là. Donc, pas de besoin d'inscription, il suffit d'aller cliquer sur le lien ou sur la page Facebook, elle est souvent diffusée, le lien de la salle, donc vous pouvez y accéder facilement. Donc, vous êtes les bienvenus. On est là pour vous. Donc, on va poursuivre la formation doucement. On va parler un peu des limites de l'évaluation à distance, parce que oui, il y a des limites quand même quand on est en évaluation à distance. Faut se dire que les élèves n'ont pas tous le même niveau d'autonomie. C'est la même chose en classe, mais certains ont besoin de plus d'accompagnement pour compléter la tâche. Hein. Donc, on ne contrôle pas ce que l'élève reçoit comme accompagnement. Donc, est-ce que le parent est derrière? Est-ce que le parent fait les choses pour l'élève? Ça, c'est difficile à savoir.
Il y a des façons de faire. Cependant, on peut demander aux parents, on peut envoyer des courriels aux parents, justement en disant que nous, ce qu'on veut, c'est voir l'évolution de l'enfant. On veut que l'enfant évolue et on ne veut pas nécessairement voir le travail du parent. Donc, il faut vraiment être en communication avec le parent parce que même pour les plus petits, souvent, le parent va être là pour l'accompagner. On va le voir un peu plus tard. Donc, c'est sûr que le parent le fait. Je ferais la même chose. Mes enfants sont plus grands présentement. J'en ai à l'université. Là. Mais s'ils étaient petits et ils étaient là, mais c'est sûr que j'essaierais de les aider parce que je veux qu'ils soient bons puis je veux qu'ils soient les meilleurs. Fait que, dans le fond, c'est juste de bien communiquer avec les parents nos attentes. Puis je pense que ça peut aider à ce qu'il y ait des changements. Puis il faut s'adapter à tous ces modes d'évaluation-là, les limites d'évaluation à distance. Je vais vous donner l'exemple de mon garçon qui est à l'université, justement. Donc, au début de l'année, dans le premier examen qu'il y a eu, ben, tout le monde avait l'examen en même temps et tout le monde était en ligne sur des plateformes différentes. Ils communiquaient ensemble, faisaient l'examen en même temps. Donc, tout le monde avait les mêmes réponses pour l'examen. Ils le faisaient ensemble. Ben, là, à cette session-ci, ben, les enseignants ont travaillé autrement. Dans le fond, il va faire son examen, mais ils vont être 5 pour faire l'examen. Dans le fond, ce que les enseignants ont dit, c'est pas grave, ils travaillent ensemble déjà, bien, c'est correct, ils travaillent ensemble, on va les faire travailler ensemble. Peut-être complexifier les questions dans ce temps-là, trouver d'autres façons de faire, mais c'est un peu comme ça, donc il faut s'adapter à toute cette situation-là, c'est ça qui est bien important. Bien, pour les plus petits aussi, c'est sûr que c'est important de faire apprécier l'art, donc il faut rendre ça ludique, hein, donc à la base. Les tout petits ont besoin d'accompagnement. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui enseignent à distance, justement, disent beaucoup que les parents sont souvent là derrière, les parents, les grands-parents, etc. Donc, c'est important de savoir s'ils ont les connaissances pour être capables d'utiliser les outils qu'on veut faire utiliser aussi. Aussi, l'attention de l'élève pour les plus petits, c'est moins long. Hein, donc, les élèves, les plus jeunes ont moins d'attention rapidement. Donc, il faut les mettre en action, évaluer rapidement, trouver des choses comme ça pour faire. Donc, c'est justement l'autonomie du premier cycle, ça passe par le parent. Donc, ça, c'est important à savoir puis à comprendre. Bon, il y a le plagiat, la tricherie, donc ça reste, hein, on a peur de ça. Donc, qui fait le travail? Est-ce que c'est le parent? Donc, exemple, moi, à l'école secondaire où j'enseigne, ben, le matin quand je rentre aux tables, ben, c'est sûr qu'il y en a un qui a son devoir de maths ouvert, puis tout le monde est en train de faire le devoir de mathématiques avec lui. Donc, le plagiat existe et ça existait avant. Donc, c'est de trouver des façons pour de faire autrement. Hein? Donc, exemple, moi, je reçois un texte, puis avec un langage que Molière n'utiliserait même pas, donc c'est sûr que je me questionne un peu. Bien, je vais aller en ligne, je vais écrire 2-3 mots, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai retrouvé la même critique que quelqu'un avait fait. Donc, qu'un critique de la presse avait fait, donc ça ne fonctionnait pas. Mais dans ce temps-là, il faut trouver qu'est-ce qu'on fait avec cet élève-là, des sanctions. Bien, moi, j'aime ça l'amener avec moi, puis lui parler personnellement, puis lui faire le travail en ma présence, en lui jasant de c'est quoi le plagiat, puis qu'est-ce que ça amène, puis c'est quoi les problèmes que ça peut amener. Donc, c'est ça, c'est facile de copier des textes sur Internet, etc. Donc, il y a des outils pour le plagiat, surtout en art, donc des outils qui sont intéressants. Dupli Checker, puis TinEye, dans le fond, ça, c'est si une image, exemple, une image qui a été faite, qui est faite par Internet, puis là, on se demande si ça vient de l'élève ou non. Bien, quand on va sur ces outils-là, bien, facilement, donc on est capable de mettre notre image, puis on va voir une image qui est associée à cette image-là, donc on va savoir, OK, cet élève-là a copié, fait quelque chose de vraiment pareil. Ou encore, donc, éduquer, sensibiliser les élèves à la question du plagiat. Bien, exemple en haut ici, on a les Dupont, hein, puis on a une toile de Magritte à côté. Bien, il y a quelqu'un qui a déjà fait une toile avec des Dupont qui tombent. Donc, est-ce que c'est du plagiat, oui ou non? On a tout aussi, on a Claude Robinson qui est là aussi, donc avec ce qu'il a réussi à avoir en cours. Donc, si on éduque les élèves, si on dit qu'est-ce qui est arrivé, ça va aider aussi à ce qu'il y ait moins de plagiat. Donc, c'est des façons de faire qui peuvent être intéressantes, là. Donc, tout le temps d'éducation, il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer l'élève. Puis, je pense que dans les 4 arts, il y a des bonnes façons de faire. On continue ici. Donc, il y a la prévention aussi. Ça, c'est... excusez-moi, j'ai glissé un peu. C'est tiré de l'école branchée, bien, la taxonomie de Bloom, hein, plus on va vers le haut de la pyramide, moins on va pouvoir faire de plagiat. Donc, c'est sûr que quand on est en création, on est en art, plus on va faire de création et moins le plagiat va être
facile en général. Donc, et cependant, ce n'est pas parce qu'on monte dans la pyramide puis on va dans la création puis qu'on faut peut-être tout le temps avoir peur du plagiat. Il y a Boris Vian qui disait tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Alors, quand j'écris des mots, des lettres, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse. À la fin, il finissait avec « et je vous chie au nez ». Mais Boris Vian disait ça pour dire que, écoutez, moi, je crée, je fais des choses, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait. Puis des fois, ça arrive. Il ne faut pas s'empêcher de créer pour ça. Puis moi, je me faisais un plaisir de le dire à mes élèves aussi. C'est important, on se lâche. Puis si quelqu'un dit « Ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. OK, ça se peut, ça existe. OK, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? » Donc, c'est pas grave, la création, ça amène. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Mais il ne faut pas s'empêcher de créer pour ça. Très, très, très important. Et des idées pour faciliter l'évaluation, bon, on en a eu tantôt plusieurs. Faire parler les élèves, présenter les projets, des cercles d'appréciation, on les met en groupe. Moi, je faisais ça avec mes élèves, donc poser la question, puis à 5-6, ils répondent à la question et donc l'écrivent. C'est pas individuel, mais en même temps, il y a des choses qui sortent qui sont différentes, très important. Un cahier de traces que l'élève remplit au fur et à mesure, ça c'est toujours intéressant aussi. Puis ils peuvent présenter les œuvres qu'ils ont faites, mais nous les présenter oralement aussi, ça change les choses. Et l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, il ne faut jamais oublier ça. Ça se fait facilement, c'est avec des formes, puis on reçoit tout rapidement. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, puis ça permet aux élèves d'évaluer aussi ce que les autres élèves font. Ça, c'est un peu des idées qu'on avait pour un peu contrer le plagiat. Donc, je vais vous renvoyer dans des chambres encore. OK? Ce qu'on va faire, encore là, vous allez arriver dans vos chambres, puis ce que vous allez vous partager, c'est les bons coups que vous avez faits. Puis après ça, on va prendre une personne par chambre qui va nous partager un peu les bons coups de ce qui a été fait dans sa chambre à lui. Donc vous partagez-vous vos bons coups, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant, qu'est-ce que vous avez vu, et c'est ça. Et dans le fond, après ça, on va se reparler de ça en grand groupe. On va dire salle 1, salle 2, salle 3. Donc, on va demander un porte-parole par chambre, s'il vous plaît. Ça va nous aider à ce que ça soit moins cacophonique pour qu'on puisse discuter de ces choses-là. Donc, je vous envoie dans les chambres pour discuter ensemble. Prenez le temps de vous présenter, puis après ça, c'est parti. Vous allez retourner dans des chambres. Anne, tu peux prendre le contrôle. Oui. Je prends le contrôle. Attention. Puis, alors, garde-les, Hélène, le contrôle. Garde-les. Donc, en principe, vous voyez mon écran. Alors, je vais simplement juste m'assurer de vous revoir en haut. Donc, moi, c'est Geneviève là, qui me disait qu'elle aimerait que je présente cette ressource-là. Donc, franchement, je sais que la majorité d'entre vous, vous avez déjà trouvé probablement plusieurs stratégies depuis le mois de mars, et puis j'ai rien inventé. Plusieurs se sont fait des Padlet. Les Wakelet, c'est très, très beau aussi. Moi, ce que j'avais besoin de faire pour les enseignants, c'était évidemment de ne pas doubler ce qui se fait déjà avec le récit, parce que pour moi, le récit, c'est déjà extrêmement bien fait. Mais ce que j'ai pensé faire, c'était, quand je rencontre les enseignants, puis peut-être avec le partage d'aujourd'hui, peut-être pour ceux qui n'ont pas de conseiller pédagogique dans leur commission scolaire, puis qui aimeraient avoir accès, en fait, tout simplement, là, si je rapetisse, oups, là, je vais changer de récit. Si ça vous donne une petite idée, là, je peux vous dire, il y a énormément de ressources que j'ai déposées là-dessus. Là, comme vous voyez, il y en a plusieurs. Mais si je vais un petit peu plus rapidement, si à tout hasard, vous avez le goût d'aller faire un petit tour ou si vous avez besoin, des fois, c'est rapide plutôt que chercher un peu partout. Hop, là, j'avais trop pesé de fois. Exagéré un petit peu mon agrandissement. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que j'ai décidé de créer ce Padlet-là, entre autres, en mode toile, avec des rangées. Alors, on peut se promener comme ça. Donc, on a les thèmes sur le côté gauche ici. Donc, on peut voir si vous cherchez des cadres et des outils de référence en lien avec le primaire, en lien avec le secondaire. J'ai mis les choses de base. Là. Écoutez, il n'y a rien de spectaculaire, il me semble, mais des choses pour l'évaluation, comme on a fait une grande journée d'évaluation, entre autres, le 27 novembre à la commission scolaire au Centre des services scolaires de Montréal. On avait préparé plusieurs choses. Donc, j'ai mis aussi la petite capsule ici qui a été faite par la table régionale en lien avec la musique. Et puis ici, le PDF de la présentation de notre journée. Puis j'ai plusieurs outils d'évaluation encore là. Il y en a vraiment plusieurs en lien avec le primaire, le secondaire. Donc, si vous voulez venir faire un petit tour, moi, ça me fait plaisir. Vous avez peut-être déjà des choses qui sont équivalentes à ça. Et puis, il y a aussi la capsule évaluation, mais 4 heures qu'on avait faite aussi avec la table régionale, mais qui est aussi et avec le récit pour celle-ci. Puis, j'ai aussi des outils donc de planification. Il y a plusieurs choses.
J'ai des choses sur la différenciation. Je vous dis, là, c'est pas exhaustif. J'ai pas mis tout ce qui existe au monde, là, mais j'ai mis des choses pour dépanner en lien avec enseigner aux élèves allophones. Sur les pratiques éducatives, j'aurais pu en mettre énormément. J'ai choisi certaines choses que j'ai triées sur le volet. Des ressources coup de cœur. Quelques instruments virtuels mais il y en a plusieurs sur le récit, donc j'ai mis pour dépanner vraiment. Une petite section spéciale ici sur l'appréciation, entre autres, Éric, tu parlais tout à l'heure de cercle d'appréciation. Moi, j'ai créé vraiment une petite activité de cercle d'appréciation, mais de jeu d'appréciation musicale, inspiré des cercles de lecture. Ça se fait en équipe de 6 avec des jeux de rôle, donc si vous voulez venir faire un petit tour, vous pourrez venir l'essayer. Des petits sprints, toutes sortes de petits jeux simples et aussi des outils quand on fait l'appréciation avec les élèves, des fois leur fournir des choses. Et la même chose pour le secondaire. Puis j'ai aussi, là, je vous le montrais tout à l'heure, quelque chose en lien avec l'appréciation, quelques partenariats, parce que ça, c'est pour les enseignants, évidemment, du centre de service, mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Puis pêle-mêle aussi des choses sur la santé auditive, tout ça. Avec mes collègues, donc Corinne Bouchard et Lise Mathieu, on avait préparé aussi pour nos enseignants, encore là, peut-être qu'il y a déjà vos CP ou peut-être si vous êtes CP, vous avez probablement fait quelque chose qui ressemble à ça, mais pour ceux qui n'auraient pas accès, on a fait ici un Padlet en lien avec l'enseignement à distance. Donc, celui-ci est construit différemment. Comme vous voyez, on a mis nos ressources ici disciplinaires. Donc, mes collègues ici ont mis, comme pour Corinne, art dramatique et danse. Élise, elle a quelque chose ici pour débuter en art plastique avec les enseignants d'art plastique. Moi, le lien de mon Padlet est ici. On ne veut pas doubler ce qui se fait avec le récit, mais nous, c'est vraiment des informations que souvent, comme conseillère pédagogique, on se fait demander. Donc, les ressources pour la bascule à distance, des stratégies, je vais un peu vite, mais quand même, vous voyez, référentiel COVID, parce qu'on sait que chacune de nos associations a préparé des référentiels en lien avec la COVID, les savoirs essentiels, pour le moment, c'est ce qu'on a. Comme vous voyez, ça continue culture, évaluation brièvement, au cas où des ressources, la BANQ et tout ça. Et puis, pour terminer, je vous dirais, ici, j'ai commencé quelques collections parce que souvent, les enseignants me demandent, aurais-tu une idée pour présenter ceci ou cela? Donc, en fin de compte, j'ai fait quelques collections, comme entre autres pour les enseignants en musique. Si vous ne connaissez pas la petite collection « Je sais pas vous », ça s'écrit comme ça. C'est vraiment des petits bijoux. Vous pouvez, c'est pour le secondaire autant que pour le primaire, ça dépend des niveaux et du répertoire. Puis, c'est pas juste de la musique dite classique qu'on entend toujours Bach, Beethoven, Mozart. La collection, je te résume, sur l'opéra. Des collections Jean-François Ziguel, qui est quand même extraordinaire, comme vous voyez. Fait que j'ai mis certaines collections pour montrer la flûte à bec d'une façon différente aussi, Jakub Orlinski, pour montrer l'opéra ou le chant d'une façon différente, des petits dessins animés, des choses classiques. Là, je n'ai vraiment pas fini, c'est en progression, mais si à tout hasard, vous avez le goût d'aller faire un tour, puis comme je disais, si vous n'avez pas de conseiller pédagogique ou si vous voulez tout simplement des fois avoir accès aux outils de base sans toujours chercher partout, bien, vous êtes bienvenus. Si ça peut dépanner, ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'arrêterai là. Si les filles, vous voulez ajouter quelque chose, Corinne et Élise, vous êtes les bienvenues. Je ne sais pas si Geneviève aussi, si ça répond à ce que tu voulais, là. Et voilà. C'est parfait. Merci vraiment beaucoup de votre générosité. Le but des prochaines sessions, celle-ci, on en fait une petite amorce, mais le but des prochaines sessions, c'est aussi ça, c'est de favoriser le réseautage, le partage de bonnes pratiques. Donc, vraiment, merci les filles de votre générosité pour ce Padlet. Donc, comme je l'ai dit dans le clavardage, les liens sont à la fin du PDF. Je voulais juste spécifier que dans le fond, dans le Padlet ressources 4 heures, là, je l'ai mis aussi dans la conversation parce qu'il y en a qui voulaient le lien tout de suite, mais vous allez aussi, donc, comme je viens de dire, recevoir tout ça après. Juste dire, dans le fond, c'est vraiment spécifié que dans le fond, nos Padlets pour chaque discipline, celui que Hélène a présenté, mais le nôtre, pour les 4 heures, sont vraiment dans ce Padlet 4 heures-là. Puis pour ma part aussi, il y aura un Wakelet, là. Hélène parlait de collection, qui est un peu ouais, c'est ça, qui est un peu le Wakelet sera un petit peu fait de la même façon, c'est-à-dire un petit peu avec des collections différentes pour les activités en art dramatique et danse aussi, qui sera inclus dans mon Padlet quand il sera terminé. Fait que tous les liens sont dans les Padlets, fait que je pense qu'il y a vraiment possibilité de retrouver ça assez facilement. Voilà. Donc, on a une question. Mira, oui, c'est moi. Parfait. Oui, c'est moi. Là, je suis émerveillée par le trésor que j'ai eu devant mes yeux, là. C'est formidable le travail qui a été fait. Mais j'aimerais savoir comment je peux accéder parce que je n'ai rien compris. Donc, où se trouve ce que je viens de voir?
les liens, le PDF qui vous a été envoyé par courriel, à la dernière page, ce sont les références et on a mis les liens des Padlet qui nous ont généreusement été partagés par nos collègues du Centre de services Montréal. Donc, le PDF qu'on a reçu au début de la formation a une dernière page où se trouvent les liens pour accéder à ça. Exactement, tous les liens. Puis les autres, on va vous faire un suivi par la suite. Donc, tous les autres liens qui ont été partagés, on va essayer d'aller en faire l'extraction pour les inclure dans le suivi qui vous sera fait après la formation. Merci beaucoup. C'est exhaustif. C'est formidable. Merci beaucoup pour ce travail. Ça fait plaisir. Je laisse Éric reprendre le volant pour le partage par équipe. Ben oui, tout à fait. Ben, on va y aller équipe par équipe. Donc, je vais nommer les équipes. On va commencer avec l'équipe 1, puis on va suivre ainsi de suite. Ça va être plus simple. Donc, je ne sais pas c'est qui prenait la parole pour l'équipe 1, peut-être, nous expliquer un peu c'est quoi les bons coups que vous aviez. L'équipe 1. Oh, c'est à la salle 1, dans le fond. L'équipe 1, c'est la salle 1. Fait que je ne sais pas si les gens ont retenu leur numéro de salle ou non. Sinon, on va prendre une personne au fur et à mesure. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un de la salle 2 qui veut... Oui, nous, on était la salle 2. Bon, mais go! Donc, on était deux enseignantes d'art dramatique qui n'avons pas vraiment vécu l'enseignement à distance. Moi, j'ai vécu juste des classes, un cours par-ci, par-là. Donc, dans ce qu'on a proposé, c'était les marionnettes. Puis, parce que c'est facile à fabriquer, théâtre d'objets ou marionnettes avec sac en papier. Puis, l'idée aussi en théâtre ou comme dans tous les arts, on se disait que c'était surtout de faire parler les enfants, étant donné que souvent dans les autres matières, c'est un peu plus cérébral, plus concentré sur des travaux écrits. Donc là, en art, on se disait que l'idée, c'était de faire parler les enfants. Sinon, il y a une enseignante de musique qui a proposé deux sites que je ne connais pas, qui étaient Chrome Music Lab, qui est pour de la composition musicale, et Soundmaker. Puis, ce qu'elle aimait de Soundmaker, c'était que l'élève peut envoyer la musique à l'enseignant et l'enseignant peut évaluer la création de l'enfant. Donc, c'est tout ce qu'on avait. Merci, Vicky, pour le partage. Et on va poursuivre avec l'équipe 3 maintenant. Est-ce que j'ai quelqu'un de l'équipe 3? De la salle 3? Salle 3, on n'est pas sûr. Salle 4? Comme je le dis, si jamais vous ne savez pas vos numéros de salle, le porte-parole que vous avez déterminé peut simplement lever la main, puis on va y aller à tour de rôle. Tout à fait. On a une main levée. On va y aller comme ça va être plus simple. Hein? Merci, Geneviève. On va y aller avec Martine Bouchard. Bonjour. Nous, on a discuté un petit peu comme Vicky tantôt, moi, personnellement, j'ai eu que quelques leçons à enseigner à distance pour la musique. Et puis, là, je suis de retour en présentiel, mais j'ai décidé de me lancer avec les élèves dans des tests, c'est-à-dire que pour qu'on soit tout le monde plus habile, qu'on puisse avoir la chance de remarquer qu'est-ce qui peut y arriver comme petit bug et puis recevoir l'aide des techniciens au fur et à mesure, je leur ai lancé un petit défi, c'est-à-dire qu'ils doivent aller avec 6 petites étapes, j'ai créé un petit procédurier, ils doivent aller sur le site Allo Beethoven, aller ouvrir une page, puis me renvoyer un petit message dans Teams pour qu'on puisse voir le taux de personnes, d'élèves et parents qui sont capables de réaliser la tâche, en fait. Parce que j'ai envoyé des choses avant les fêtes, mais j'ai presque pas eu de retour. Alors là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce qu'ils sont vraiment capables de le faire? Entre autres aussi, lors de la discussion, ma collègue a dit qu'elle avait beaucoup aimé le Edpuzzle, le Geniali Classroom. Puis moi, j'ai aussi essayé de me créer un Padlet. Donc, c'est tous des nouveaux pas pour moi, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, les deux côtés, là, pour les élèves et pour nous, ce sont de belles ressources. Merci aussi pour tous vos partages. Merci beaucoup, Martine. On poursuit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever la main pour partager les discussions qu'ils ont eues à l'intérieur de leur groupe? Je n'ai pas d'autres mains levées. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On a Mme Huard. Oui, bonjour. Alors, nous, ce qui est intéressant avec le groupe, c'est qu'il y avait de l'art plastique, l'art dramatique et la musique. Et pour les évaluations et l'enseignement à distance, le professeur d'art dramatique a utilisé le Flipgrid comme outil d'évaluation.
Il y a aussi l'idée d'utiliser le Forms pour travailler avec les élèves. Il y a pour l'art plastique, la suggestion que les élèves aient un kit d'art plastique accessible, que lorsque la classe ferme, ils prennent ce kit-là pour l'utiliser à la maison. Et il y a une rétroaction soit verbale ou écrite envers les élèves. Pour ma part, en musique, j'ai vraiment pas eu beaucoup de classes qui ont fermé. J'ai eu 2 moments, 2 périodes seulement. Par contre, j'ai essayé avec les élèves, et je travaille avec eux le Google Classroom, qui est très, très, très utile, que même dans un enseignement de classe, je peux mettre ce que j'enseigne dans le Google Classroom, puis ils peuvent retravailler le travail à l'intérieur. J'ai essayé le Kahoot, j'ai essayé l'application Kami avec le PDF. J'utilise le Edpuzzle. Le Kami, c'est un peu lent avec les élèves, alors le retour des devoirs est un petit peu difficile puisque c'est niveau primaire. Mais à part ça, j'aime beaucoup l'exploration, puis il y a beaucoup de support de ma conseillère pédagogique que j'apprécie énormément. C'est tout. Super, merci beaucoup. On va continuer avec Mme Gamiette. Oui, bonjour, c'est ça. En fait, on se souvient plus des numéros de salle, mais en fait, j'étais avec plusieurs conseillers pédagogiques dans la salle. Il y a justement Hélène qui nous a présenté les fameuses ressources 4R CSSDM, dont elle vient de parler un peu plus en détail. Guylaine aussi qui était là et qui a parlé d'avoir utilisé Flipgrid pour évaluer, mais malheureusement, là, on s'est fait couper et renvoyer dans la salle principale. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est moi qui coupe les gens comme ça, désolé. OK, c'est ça. Donc, si Guylaine, tu veux rajouter pour expliquer un peu comment tu l'utilises, ça serait maintenant. Non, vas-y toi, Caroline, avec Non. Bon, sinon, c'est ça. Sur les conseils, en fait, de ma CP, Marie-Ève Arcan, moi, j'avais ça commencé l'élaboration d'un Wakelet pour présenter l'ensemble des travaux de mes élèves en ligne, donc que ce soit accessible autant pour les élèves que pour les parents, puis qu'ils puissent voir non seulement ce qui se faisait dans leur classe, mais aussi dans les autres classes par rapport à un même projet. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu toujours sur son propre projet, là, sa feuille, puis on ne voit pas nécessairement un peu ce que font les autres à côté. Donc, je trouvais important pour eux qu'ils puissent s'évaluer, s'auto-évaluer, puis voir un petit peu aussi entre les pairs ce qui se passe. Donc, voilà. C'est ça, j'ai utilisé aussi dans l'enseignement à distance. J'en ai pas fait beaucoup, mais un peu avant la période de Noël et un peu après, des forms pour l'appréciation d'œuvres, du Kahoot aussi. Donc, voilà, pour l'instant, c'est là que j'en étais. Voilà. Super, merci beaucoup pour le partage. Très intéressant. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut prendre la parole ou en levant la main? Parce que là, je pense qu'on a fait le tour de nos gens. On a un autre partage. Puis sinon, si jamais... il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Madame Pépin? Oui, moi, je n'ai pas eu la chance d'enseigner à distance, mais mes collègues, oui. Alors, je résume un peu les bons coups qu'ils nous ont partagés. Dans le fond, les capsules qu'on crée, on peut aussi les utiliser même en classe. Puis comme on se disait, les élèves préfèrent nous regarder sur l'écran qu'en vrai, ils nous écoutent plus sur l'écran que quand on est là, quasiment. Donc, c'est bien. Puis, ça permet aussi de rendre les élèves plus autonomes dans leur démarche d'apprentissage. Super. Merci pour le partage. On va continuer avec Mme Loubier. Oui. Nous, on avait aussi des conseillères pas d'orientation, mais des conseillères avec nous. Donc, je suis à peu près la seule qui a fait de l'enseignement à distance. J'y étais avec ce que moi, j'étais à l'aise. J'ai fait des capsules vidéo, faire du montage, je leur parle, puis ensuite, ils voient ma main qui dessine, qui leur montre des exemples. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant. C'est après qu'on faisait une petite galerie d'art, parce que je suis en art plastique, on faisait une petite galerie d'art sur la page Facebook de l'école. Fait que là, les enfants, ils étaient amenés à prendre une photo de ce qu'ils avaient fait, puis à me l'envoyer. Puis là, ils passaient sur Facebook, là, fait qu'ils étaient contents. C'était la manière d'avoir un peu de rétroaction. Là. Sinon, avant ça, il y a des classes qu'il y avait 2 personnes qui m'envoyaient leur projet. Là. OK. Faut qu'il y ait un destinataire, sinon ça participait moins. Sinon, c'est difficile. OK, parfait. C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres partages?
Éric, je peux-tu me permettre un commentaire sur avec l'intégration technologique? Des fois, on est un peu intimidé par le grand nombre d'outils qu'on voit en ce moment, mais Madame qui vient de parler vient de dire l'important, c'est de partir avec ce que vous êtes à l'aise, petite bouchée par petite bouchée. Puis l'intégration technologique va venir au fil du temps. Donc, donnez-vous le temps, puis soyez bienveillants envers vous par rapport à l'intégration technologique. Très bien dit, Mylène. Il faut prendre soin de nous, ça c'est vraiment important. Il ne faut pas s'en donner trop, s'en mettre trop sur les épaules. Il faut rester sain pour que les enfants soient sains, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'on a d'autres partages? Sinon, ça semble la fin, Geneviève. Je vais te laisser la parole pour la fin. Bien, écoutez, ce qu'on va faire, évidemment, si vous pensez à d'autres choses que vous voulez nous partager, vous avez évidemment l'adresse FGGA, vous avez également mon adresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer des partages, des sites, des Wakelets que vous aurez fait. Nous, on va les consigner à la toute fin du diaporama qu'on va vous retourner, ainsi que tous les liens, évidemment. Là, on va essayer d'aller prendre tous les liens qui auront été partagés lors de la présence formation. Dans le message qu'on va vous envoyer, on va également vous envoyer le lien d'un sondage d'appréciation de la rencontre. Puis ce sondage-là, ça va être l'occasion aussi de nous dire, oui, comment vous avez apprécié la rencontre, mais aussi de nous dire si vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez qu'on traite lors des prochaines sessions de formation. Donc, bien, écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires, je vous souhaiterais une belle fin de journée, une belle fin d'année scolaire. Dans les offres de formation, on a 3 autres sessions d'ici la fin de l'année. Les 3 autres, c'est vraiment des sessions de réseautage et de partage. Donc, vraiment, c'est l'objectif. Je pense que cette année, c'est une année où la solidarité puis le partage de bonnes pratiques là, est vraiment une voie à privilégier. Merci aux 2 filles du récit d'avoir accepté de présenter avec nous. Merci à Éric, mon collaborateur de tous les jours. Merci aux filles de la commission scolaire, du Centre de services scolaires Montréal. Je suis encore dans l'ancien vocabulaire. Et bien, écoutez, bonne fin de journée à tout le monde. Puis on vous souhaite que la fin de l'année se passe le mieux que possible et qu'on retourne le plus que possible rapidement en présentiel avec les élèves.